La cosmologie moderne vient de s'effondrer. Et non, ce n'est pas du clickbait. Le télescope James Webb a découvert des galaxies formées à peine 290 millions d'années après le Big Bang. Des trous noirs supermassifs bien trop lourds pour leurs galaxies hôtes. Des structures cosmiques qui n'auraient jamais dû exister. Des décennies de théories. Des milliers d'articles scientifiques. Tout remis en question. Vous savez combien a coûté Webb? 10 milliards de dollars. 10 milliards. C'est l'instrument scientifique le plus cher que l'humanité ait jamais envoyé dans l'espace. Il orbite à 1,5 million de kilomètres de la Terre, dans un endroit appelé le point de Lagrange L2, où la gravité du Soleil et de la Terre crée un équilibre stable. Et qu'a-t-il trouvé là-bas? Le chaos. Imaginez cette situation. Vous construisez une carte du monde, des siècles de travail, des milliers d'explorateurs, de cartographes, de mathématiciens. Et puis quelqu'un invente un nouveau type de télescope et dit « cette carte est complètement fausse. Là-bas, il y a un continent dont vous ignoriez l'existence. Et cet océan que vous avez tracé, il n'existe même pas. » C'est exactement ce qui se passe en cosmologie, en ce moment même. Webb ne regarde pas simplement vers les régions lointaines de l'univers. Il regarde dans le passé. La lumière des galaxies les plus anciennes a voyagé pendant 13,4 milliards d'années avant d'arriver jusqu'à nous. Quand nous observons ces galaxies, nous voyons l'univers tel qu'il était 290 millions d'années après sa naissance. Et il ne ressemble pas du tout à ce qu'il aurait dû être. Au cours des 2 prochaines heures, nous allons examiner chaque découverte qui oblige les astronomes à réécrire l'histoire de l'univers. Chaque anomalie qui détruit des décennies de modèles consensuels. Parce que ce que Webb révèle n'est pas seulement surprenant, c'est impossible. Et cela change absolument tout. Mais avant d'aller plus loin, je dois vous dire quelque chose. Ce documentaire ne parle pas de technologie. Il ne parle pas non plus du triomphe de l'ingénierie humaine, même si Webb est certainement un miracle technologique. Cette histoire parle de quelque chose de beaucoup plus troublant. Elle parle de combien peu nous savons réellement, de comment chaque génération de scientifiques pense avoir enfin déchiffré l'univers. Et chaque génération se trompe. Newton a révolutionné la physique. Einstein l'a dépassé. La mécanique quantique a remis Einstein en question. Et maintenant, Webb remet en question le modèle actuel. Vous voyez le schéma? La cosmologie en tant que science fonctionne un peu comme la construction d'une maison. Vous avez les fondations, le Big Bang, l'inflation, la matière noire, l'énergie noire. Sur ces fondations, vous construisez les murs, des équations décrivant la vitesse d'expansion de l'univers, comment se sont formées les premières galaxies, comment les trous noirs ont grandi. Et puis Webb arrive comme un inspecteur avec des instruments plus précis et dit « Désolé, mais ces fondations sont de travers. Et ces murs, ils reposent sur de fausses hypothèses. » Les plus grands cosmologistes du monde se trouvent maintenant face à un choix. Soit admettre qu'ils se sont trompés pendant des décennies, soit essayer de faire rentrer les nouvelles observations dans les anciens modèles, même si elles n'y rentrent tout simplement pas. Et vous savez ce qu'il y a de plus effrayant? Peut-être que l'univers est fondamentalement incompréhensible. Peut-être que nous ne sommes que des primates évolués sur une planète insignifiante, qui essayons de comprendre quelque chose d'infiniment plus complexe que ce que notre cerveau peut saisir. Chaque réponse que nous trouvons génère 10 nouvelles questions. Chaque modèle que nous créons sera réfuté dans 50 ans par un autre modèle. Et dans 100 ans, celui-là sera également réfuté. Nous n'aurons jamais l'image complète. Jamais. Et peut-être que c'est acceptable. Peut-être que la beauté n'est pas dans la découverte de la réponse finale, mais dans la recherche infinie. Mais maintenant, je vais arrêter de vous ennuyer avec la philosophie. Regardons les choses concrètes que Webb a trouvées. Les galaxies qui ne devraient pas exister. Les trous noirs qui violent tous nos modèles. Les structures si anciennes et si massives qu'elles n'ont tout simplement pas pu avoir le temps de se former. Et surtout,
Nous allons voir pourquoi personne ne parle vraiment de cette crise en cosmologie. Parce que quand vous investissez des dizaines d'années dans un modèle, quand vous basez toute votre carrière dessus, quand il vous a valu le prix Nobel, il est difficile d'admettre qu'il pourrait être faux. Mais la science ne concerne pas les égos. Elle concerne la vérité. Et la vérité que Webb révèle est beaucoup plus étrange que quiconque ne l'avait supposé. Alors, regardons ça de plus près. Pour comprendre pourquoi les découvertes de Webb sont si problématiques, je dois d'abord vous expliquer ce en quoi nous croyions. Le modèle standard de la cosmologie. Le modèle lambda CDM. Ça sonne comme le nom d'un médicament pharmaceutique, mais c'est la désignation officielle de notre meilleure tentative pour comprendre l'univers. Lambda égale énergie noire. CDM égale matière noire froide. Ensemble, ils décrivent un univers en expansion constante, où la matière visible, étoiles, planètes, vous, moi, ne représente que 5% de tout. Le reste, 27% de matière noire, 68% d'énergie noire. Ça semble déjà fou, non? Nous disons que nous comprenons l'univers, mais 95% en est fait de choses que nous n'avons jamais vues, jamais détectées, que nous supposons simplement parce que sans elles, nos équations ne fonctionnent pas. Mais bon, laissons ça de côté. Le modèle lambda CDM fonctionnait. Il prédisait à quoi l'univers devrait ressembler à différentes époques. Il prédisait comment les premières galaxies devraient se former. Selon ce modèle, voici comment ça fonctionnait. Le Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années. L'univers est un point infiniment dense, infiniment chaud. Il explose à l'existence. Pas une explosion dans l'espace vide, une explosion de l'espace lui-même. Les premières fractions de seconde, l'inflation. L'univers se gonfle exponentiellement. En moins de 10 puissance moins 32 secondes, il grandit d'un facteur 10 puissance 26. C'est comme si un grain de sable grandissait jusqu'à la taille de l'univers observable. Après 380 000 ans, la recombinaison. L'univers refroidit suffisamment pour que les électrons puissent se combiner avec les protons et former des atomes d'hydrogène. La lumière peut enfin se propager librement. C'est la lumière que nous voyons comme le fond diffus cosmologique. Et puis, l'obscurité. Les âges sombres de l'univers. Des centaines de millions d'années où l'univers n'est que de l'hydrogène et de l'hélium dispersés dans le vide. Pas d'étoiles, pas de galaxies. L'obscurité. Jusqu'à la réionisation. Vers 200 à 400 millions d'années après le Big Bang, les premières étoiles commencent à se former. Massives, chaudes, des géantes bleu-violet, 100 fois plus massives que le Soleil. Leur rayonnement ultraviolet commence à ioniser l'hydrogène environnant, brisant à nouveau les atomes en électrons et protons. Et les galaxies, selon le modèle, elles devaient croître progressivement. De petits amas fusionnent en plus grands, les plus grands en encore plus grands. C'est comme construire avec des Legos, vous commencez avec de petites pièces et vous construisez lentement une structure plus grande. Les premières galaxies devaient être petites, chaotiques, primitives, un peu d'étoiles, beaucoup de gaz, aucune structure élégante. Et les trous noirs? Ils devaient commencer comme des étoiles qui s'effondraient. Des dizaines de masses solaires. Puis, ils se nourrissaient progressivement du matériau environnant. Après des millions d'années, ils atteignaient des milliers de masses solaires. Après des milliards d'années, des millions ou des milliards de masses solaires. C'était le plan. C'était la carte. Webb devait confirmer ce plan. Il devait montrer ces galaxies primitives et petites. Il devait montrer comment elles grandissaient progressivement. Il a montré l'exact opposé. Les premières images que Webb a envoyées étaient stupéfiantes. Champ profond, deep field, des milliers de galaxies sur un morceau de ciel, pas plus grand qu'un grain de sable tenu à bout de bras. Les astronomes ont commencé à analyser les données.
Ils ont mesuré les spectres, calculé les décalages vers le rouge, la mesure de combien la lumière s'est étirée pendant son voyage à travers l'univers, ce qui nous dit à quelle distance et quel âge ont ces galaxies. Et puis, cela ne peut pas être vrai. Vérifiez à nouveau ces données. Ce n'est pas possible. JADES GSZ 14-0. Une galaxie qui s'est formée 290 millions d'années après le Big Bang. Ce n'est pas en soi un problème. Nous savons que la rayonisation a commencé vers cette époque. Le problème est ce qu'est cette galaxie. Elle est brillante, trop brillante. Elle brille avec une intensité qui nécessiterait des milliards d'étoiles. Mais d'où viendraient des milliards d'étoiles en seulement 290 millions d'années? Imaginez que vous construisez une maison. Vous avez 290 jours. Sauf que la maison que vous construisez a 50 étages, des colonnes de marbre, des bordures dorées, une piscine intérieure. D'où avez-vous obtenu les matériaux? D'où le temps? Et ce n'est pas la seule galaxie. Webb a trouvé des dizaines d'objets similaires. Des galaxies du premier milliard d'années de l'univers qui sont trop massives, trop brillantes, trop matures. Certaines ont même une structure spirale. Spirale, c'est quelque chose qui, selon nos modèles, devrait prendre des milliards d'années à se former. C'est comme si vous vous attendiez à trouver des organismes unicellulaires, primitifs, à l'ère précambrienne, et qu'à la place, vous trouviez des baleines. Ensuite, il y a les trous noirs. Le modèle standard dit « les trous noirs commencent petits, grandissent lentement. Pour atteindre des dimensions supermassives, des millions ou des milliards de masses solaires, ils ont besoin de milliards d'années d'alimentation constante. » Webb a trouvé des trous noirs supermassifs dans un univers âgé de 500 à 700 millions d'années. Des trous noirs avec une masse de milliards de masses solaires. Comment? Où ont-ils eu le temps de grandir? C'est comme trouver des chênes centenaires dans une forêt plantée il y a 5 ans. Ça n'a tout simplement aucun sens. Et nous n'en sommes même pas aux découvertes les plus étranges. Les petits points rouges. Little Red Dots. LRD. Des objets compacts et rouges qui ne rentrent dans aucune catégorie. Ce ne sont pas des galaxies, elles sont trop compactes. Ce ne sont pas des étoiles, elles sont trop brillantes. Ce ne sont pas des trous noirs, le spectre ne correspond pas. Qu'est-ce que c'est, bon sang? Les astronomes ont 3 théories. Première, ce sont des trous noirs supermassifs entourés d'enveloppes de poussière dense qui bloquent la lumière bleue. Deuxième, c'est un nouveau type d'étoile que nous n'avons jamais vu. Troisième, c'est une combinaison des deux. Aucune théorie n'explique pleinement les observations. Et vous savez ce qu'il y a de plus effrayant? Webb ne fonctionne que depuis 3 ans. 3. Imaginez ce qu'il trouvera dans 10 ans. Chaque semaine, un nouvel article sort. Webb a trouvé une autre anomalie. Webb remet en question un autre modèle. Webb complique notre vision 2. Les cosmologistes se sont divisés en 2 camps. Le premier camp dit « Nos modèles sont corrects. Nous devons juste ajuster les paramètres. Peut-être que les premières étoiles étaient plus efficaces. Peut-être que les trous noirs ont grandi plus vite que nous ne le pensions. » Le deuxième camp dit « Écoutez, il est peut-être temps d'admettre que le modèle lambda CDM a un problème fondamental. » Et au milieu de tout ça se trouve Webb, orbitant tranquillement à 1,5 million de kilomètres de nous, collectant des photons qui ont voyagé pendant 13 milliards d'années. Il ne connaît aucune controverse. Il se fiche que ces données détruisent des décennies de travail. Il observe simplement et nous envoie des données qui nous obligent à réévaluer tout ce en quoi nous croyions. Mais attendez, revenons à cette question que j'ai posée au début. Pourquoi personne ne parle vraiment de cette crise? Quand un nouvel article sort, les astronomes en discutent dans les revues spécialisées. Ils en parlent lors des conférences. Mais le grand public, il ne voit que les belles images colorées de Webb. Regardez comme l'univers est beau. Personne ne dit « Regardez comment nos modèles s'effondrent ». Et vous savez pourquoi? Parce que la science a un problème de relations publiques. Quand vous dites « Nous ne savons pas », les gens perdent confiance. Quand vous dites «
Nos modèles sont peut-être faux. Les politiciens veulent savoir pourquoi vous avez reçu du financement. Alors à la place, vous dites « Nous avons découvert des anomalies fascinantes qui nous aideront à affiner nos modèles. » Affiner, pas changer, pas jeter. Affiner. Mais en privé, dans les couloirs des conférences, on parle différemment. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Peut-être que quelque chose est fondamentalement faux dans nos hypothèses. Et si la matière noire était différente de ce que nous pensions? Et si l'inflation s'était déroulée différemment? Et voici ce qui me fascine. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que les preuves remettent en question le modèle établi. Vous savez ce qui s'est passé avant Einstein? La gravité de Newton fonctionnait parfaitement. Elle expliquait les orbites des planètes, prédisait les éclipses. Elle était si précise que sur la base d'anomalies dans l'orbite d'Uranus, les astronomes ont calculé où devrait se trouver une planète inconnue et ont trouvé Neptune. Et puis quelqu'un a mesuré précisément la vitesse de la lumière et a découvert qu'elle était constante, en toutes circonstances. Et ça n'avait aucun sens dans le monde de Newton. Einstein est arrivé avec la relativité. Et soudain, la gravité de Newton n'était qu'une approximation. Elle fonctionnait pour les basses vitesses et les champs gravitationnels faibles, mais elle était fondamentalement incomplète. Et puis est venue la mécanique quantique. Et nous avons découvert qu'Einstein n'avait aussi que partiellement raison. À l'échelle quantique, le monde se comporte complètement différemment. Nous sommes maintenant dans une situation similaire. Le modèle lambda CDM fonctionne pour la plupart des choses. Mais plus nous observons l'univers primordial, plus nous y trouvons de fissures. Et peut-être que ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un n'arrive avec un nouveau modèle. Un modèle qui sera à lambda CDM, ce que la relativité était à Newton. Ou peut-être que le problème est plus profond. Peut-être que l'univers n'est tout simplement pas cohérent de la façon dont nous le pensons. Peut-être qu'à la phase précoce, différentes lois physiques fonctionnaient. Peut-être que les constantes, que nous considérons comme constantes, sont en réalité variables. Peut-être que la réalité est beaucoup plus sauvage que nous ne pouvons l'appréhender. Bon, assez de spéculation. Passons aux données. Webb a trouvé quelque chose que les astronomes appellent des structures improbables. Ça sonne inoffensif, non? Improbable. Mais en science, improbable signifie souvent « cela ne devrait pas exister ». En 2022, Webb a observé une structure en toile cosmique de galaxies dans un univers âgé de 830 millions d'années, un réseau de galaxies s'étendant sur des millions d'années-lumière. Le problème? Pour créer une telle structure, nous avons besoin de la gravité qui tire lentement la matière ensemble, pendant des milliards d'années, pas des centaines de millions. C'est comme construire un réseau d'autoroutes à travers un continent entier en une seule année. Où est le temps? Où est la main-d'œuvre? Et puis, il y a la tension de Hubble, Hubble tension. C'est peut-être le plus gros problème de la cosmologie actuelle. La constante de Hubble décrit la vitesse d'expansion de l'univers. C'est un nombre. Ça devrait être un nombre spécifique. Quand nous la mesurons, en étudiant le fond diffus cosmologique, la lumière de 380 000 ans après le Big Bang, nous obtenons une valeur autour de 67 km par seconde par mégaparsec. Quand nous la mesurons en étudiant les supernovae proches et les céphéides, un type d'étoile variable, nous obtenons une valeur autour de 73 km par seconde par mégaparsec. C'est une différence de plus de 9%. Ça ne semble pas beaucoup, mais en science, qui est aussi précise que la cosmologie, c'est un écart massif. L'une de ces méthodes est fausse, ou les deux sont correctes, et l'univers se comporte différemment de ce que nous supposons. Webb a ajouté plus de données à ce débat. Et vous savez quoi? Il a confirmé la valeur la plus élevée, celle qui est en contradiction avec le modèle lambda CDM. Donc, maintenant nous avons deux scénarios. Soit nos mesures sont fausses, ce qui est improbable car nous les avons vérifiées 1 million de fois avec différentes méthodes. Ou notre physique est incomplète. Et quand je dis notre physique est incomplète,
je ne parle pas de petits ajustements. Je parle de potentiellement nouvelles physiques. Quelque chose que nous ne connaissons pas encore. Une nouvelle particule, un nouveau champ, une nouvelle interaction. Quelque chose qui expliquerait pourquoi l'univers ne se comporte pas comme nous l'attendions. Les astronomes cherchent des réponses depuis des années. Chaque nouvelle image de Webb est comme un nouvel indice dans un roman policier. Parfois, elle confirme nos soupçons. D'autres fois, elle nous déroute complètement. Et au milieu de tout ça, la plupart des gens ne savent même pas que cela se passe. Alors disons que vous avez raison. Disons que le modèle lambda CDM est faux, ou au moins incomplet. Et maintenant, vous ne pouvez pas simplement jeter des décennies de travail. Vous ne pouvez pas dire « Eh les gens, tout ce qu'on vous a enseigné à l'université, tous ces manuels, barrez ça ». La science ne fonctionne pas comme un interrupteur. Un nouveau paradigme ne déplace pas l'ancien du jour au lendemain. C'est un processus graduel. Parfois, ça prend des générations. Max Planck, l'un des fondateurs de la mécanique quantique, a dit « La science progresse funérailles après funérailles ». Il voulait dire que les nouvelles idées triomphent, non pas parce que les scientifiques plus âgés changent d'avis, mais parce qu'ils finissent par mourir et que la jeune génération les accepte. Cynique? Peut-être. Mais historiquement précis. Quand Einstein a publié la relativité pour la première fois, la plupart des physiciens étaient sceptiques. Il a fallu des décennies avant qu'elle ne soit généralement acceptée. Et Einstein a reçu le prix Nobel, mais pas pour la relativité, pour l'explication de l'effet photoélectrique. La relativité était trop controversée. Nous regardons maintenant une situation similaire. Il y a des scientifiques qui travaillent dur pour sauver le modèle lambda CDM. Ils proposent des ajustements. Et si la matière noire avait une distribution légèrement différente? Et si les premières étoiles étaient plus efficaces? C'est un travail scientifique légitime. Quand vous avez un modèle qui fonctionne pour 95% des observations, vous essayez de l'ajuster pour couvrir les 5% restants. Vous ne le jetez pas à la première anomalie. Mais ensuite, il y a des scientifiques qui disent « Peut-être qu'il est temps de penser plus radicalement ». Et c'est le conflit. C'est le débat. D'un côté, vous avez l'approche conservatrice. Nous nous en tenons aux modèles éprouvés jusqu'à ce que les données nous obligent absolument à les changer. De l'autre, vous avez l'approche progressive. Les données nous ont obligés. Regardez ces anomalies. Combien doit-il y en avoir avant qu'on dise que le modèle est cassé? Et vous savez ce qui est fascinant? Les deux camps ont raison. Les conservateurs ont raison que la science a besoin de stabilité. Vous ne pouvez pas réécrire les manuels chaque fois que quelque chose d'inattendu apparaît. L'histoire de la science est pleine d'anomalies qui se sont finalement révélées être des erreurs de mesure. Mais les progressistes ont aussi raison que le progrès nécessite le courage de lâcher prise des modèles établis. Si Newton avait insisté sur le système géocentrique de Ptolémée, nous ne serions jamais arrivés à une meilleure compréhension. Et maintenant donc, que disent les données de Webb? Commençons par le programme JADES, JWST, Advanced Deep Extragalactic Survey, l'une des plus grandes études de l'univers primordial. JIDES a trouvé une galaxie avec un décalage vers le rouge Z égale 14,32. Cela correspond à un univers âgé de 290 millions d'années. Cette galaxie, JADES GSZ 14.0, a une masse d'environ 500 millions de masses solaires. 500 millions de masses solaires en étoiles, en 290 millions d'années. Selon les modèles standards de formation stellaire, cela nécessite une efficacité que nous n'avons jamais observée dans l'univers moderne. Les premières étoiles auraient dû être beaucoup plus massives, beaucoup plus brillantes, et se former beaucoup plus rapidement que les étoiles actuelles. Possible? Techniquement, oui. Mais alors une autre question se pose. Pourquoi? Pourquoi l'univers primordial serait-il si différent? Et ce n'est pas qu'une seule galaxie. Webb a trouvé des dizaines de galaxies avec des paramètres similaires.
Statistiquement, ce n'est pas une anomalie, c'est une tendance. Ensuite, il y a les spectres. Quand vous analysez la lumière de ces galaxies, vous voyez des raies spectrales de différents éléments. Oxygène, carbone, azote, éléments lourds. Des éléments qui ne se forment qu'à l'intérieur des étoiles et sont dispersés par les supernovae. Cela signifie que ces galaxies ont déjà traversé des générations d'étoiles. La première génération est née, a vécu, est morte en supernovae. La deuxième génération s'est formée à partir des cendres de la première génération. Tout cela en 290 millions d'années. Des étoiles comme le Soleil vivent 10 milliards d'années. Même les étoiles massives, qui ne vivent que des millions d'années, ont besoin de temps pour se former, rayonner leur énergie, exploser, et leur matériau doit se regrouper à nouveau. L'échelle de temps ne colle tout simplement pas. Un instant, je dois vous dire quelque chose que j'ai omis jusqu'à présent. Il y a encore un autre problème. Un problème qui est peut-être le plus fondamental de tous. L'énergie noire. Nous savons que l'univers est en expansion. Et non seulement en expansion, mais en expansion accélérée. Les galaxies s'éloignent les unes des autres de plus en plus vite. Qu'est-ce qui cause cela? L'énergie noire. Nous ne savons pas ce que c'est. Nous l'appelons constante cosmologique ou lambda dans les formules. Mais honnêtement, c'est juste un nom pour notre ignorance. Qu'est-ce qui cause l'expansion accélérée? L'énergie noire. Et qu'est-ce que l'énergie noire? Ce qui cause l'expansion accélérée. C'est un argument circulaire. Nous savons que quelque chose se passe. Nous ne savons pas ce qui le cause. Et ici, Webb arrive avec une autre complication. Certaines données suggèrent que l'énergie noire n'est peut-être pas constante, qu'elle pourrait changer avec le temps. Elle aurait été plus forte dans l'univers primordial, plus faible maintenant. Ou l'inverse. Si c'est vrai, tout le modèle lambda CDM s'effondre. Parce que lambda signifie constante. Si ce n'est pas constant, alors c'est quelque chose d'autre. Quelque chose que nous ne comprenons pas. Et maintenant, imaginez la position de ces scientifiques. Des décennies de travail, des milliers d'articles, toute une carrière construite sur un modèle qui n'est peut-être pas correct. Comment réagissez-vous? Certains disent « Nous avons besoin de plus de données ». C'est la réponse sûre. Vous pouvez toujours dire que vous avez besoin de plus de données. D'autres disent « Peut-être qu'il est temps de jeter lambda CDM et de recommencer ». Mais recommencer signifie admettre que vous avez passé la majeure partie de votre carrière sur une fausse piste. Ce n'est pas facile. Et certains, et ce sont les plus courageux, disent « Peut-être qu'il est temps d'admettre que l'univers est plus complexe que nous ne le pensions. Peut-être que nous n'aurons jamais un modèle complet. Parce que peut-être que c'est vrai. Peut-être que l'univers est si complexe que n'importe quel modèle que nous créons ne sera qu'une approximation. Utile pour certains objectifs, mais fondamentalement incomplet. Newton nous a donné la gravité, qui fonctionne pour la plupart des choses. Einstein nous a donné une meilleure version, qui fonctionne même pour des conditions plus extrêmes. Mais même Einstein n'est pas la réponse finale. Il ne fonctionne pas à l'échelle quantique. Peut-être que chaque modèle n'est qu'une autre couche d'oignon. Et nous n'atteindrons jamais le noyau, parce que le noyau n'existe pas. Ce ne sont que des couches tout le long. C'est une pensée troublante pour les scientifiques. La science est basée sur l'hypothèse qu'il existe une réalité objective que nous pouvons progressivement révéler. Mais que se passe-t-il si nous révélons et ne finissons jamais? Bien, assez de philosophie. Regardons les objets spécifiques que Webb a trouvés, parce que c'est là que l'histoire devient vraiment étrange. Les petits points rouges. Little Red Dots, LRD. Les premiers ont été découverts par l'équipe de l'Université de Pennsylvanie en 2023. Ils parcouraient les données de Webb et ont trouvé quelque chose. Des objets compacts, rouges dans la lumière, d'où les points rouges, et brillants. Beaucoup plus brillants qu'ils ne devraient l'être. Qu'est-ce que c'est? Se sont-ils demandé. Ce n'est pas une galaxie,
Les galaxies sont des structures étendues avec des milliards d'étoiles. Ceci est compact. Toute cette énergie provient d'une région plus petite que notre système solaire. Ce n'est pas un quasar. Les quasars ont un spectre caractéristique. Pas celui-ci. Ce n'est pas une étoile. Aucune étoile ne peut être si brillante. Alors, qu'est-ce que c'est? Première théorie. Ce sont des trous noirs supermassifs entourés d'une enveloppe de poussière extrêmement dense. L'enveloppe bloque la lumière bleue et ultraviolette, ne laisse passer que le rouge. C'est pourquoi ils apparaissent rouges. Problème avec cette théorie? De tels trous noirs devraient avoir une masse de milliards de masses solaires. Et ils sont dans un univers âgé de 600 à 800 millions d'années. Comment ont-ils grandi là-bas? Deuxième théorie. Ce sont des étoiles supermassives, des étoiles 1000 fois plus massives que le Soleil. Nous n'avons jamais vu de telles étoiles, mais elles pourraient théoriquement exister dans l'univers primordial. Problème? De telles étoiles seraient extrêmement instables. Elles ne vivraient que des dizaines de milliers d'années avant d'exploser. Quelle est la probabilité que nous les attrapions précisément dans cette courte fenêtre? Troisième théorie, c'est une combinaison. Un trou noir au milieu, entouré d'une région inhabituellement dense de formation d'étoiles. Problème? Cela n'explique pas toutes les propriétés du spectre. Vous savez ce qu'il y a de plus effrayant? Après 2 ans d'études, nous ne savons toujours pas ce que c'est. Nous avons des objets que nous observons. Nous avons leur lumière. Nous avons des spectres. Mais ils ne rentrent dans aucune catégorie. C'est comme si vous trouviez un animal qui a des mâchoires de requin, des ailes d'oiseau et de la fourrure d'ours. Et puis vous dites « dans quel groupe cela appartient-il » Et quand vous avez un tel objet, vous avez 2 options. Première, l'objet est une combinaison de choses connues d'une manière que nous n'avions pas prévue. Deuxième, l'objet est un nouveau type de chose que nous n'avons jamais vu. Les astronomes parient pour l'instant sur la première option. Mais plus ils obtiennent de données, plus il semble que la deuxième option pourrait être correcte. Et si la deuxième option est correcte, alors nous avons un problème. Parce que cela signifierait que dans l'univers primordial, il existait des processus qui n'existent pas dans l'univers actuel, que la physique de l'ère primitive était différente, pas nécessairement des lois physiques différentes, mais des conditions différentes qui ont conduit à des processus qui ne sont plus possibles aujourd'hui. Comme si vous aviez une recette pour un plat que vous ne pouvez cuisiner qu'à une certaine combinaison de pression et de température. Et cette combinaison n'existait que sur Terre il y a 3 milliards d'années. Maintenant, vous ne pouvez plus cuisiner ce plat. Les LRD pourraient être les plats de l'ère primitive de l'univers. Des objets qui se sont formés dans des conditions qui n'existeront plus jamais. Et si c'est vrai, alors nos chances de les comprendre sont limitées. Nous pouvons les observer. Nous pouvons mesurer leur lumière, mais nous ne pourrons jamais les étudier directement, car ils n'existent pas dans notre univers actuel. C'est comme étudier les dinosaures. Nous avons des fossiles, nous avons des os, mais nous ne verrons jamais un dinosaure vivant. Les LRD sont des fossiles de l'ère primitive, et peut-être que nous ne comprendrons jamais pleinement ce qu'ils étaient. Mais voici le moment où je dois faire un pas en arrière. Parce que ce n'est pas seulement une histoire sur la cosmologie, ce n'est pas seulement sur les données et les modèles et les anomalies. C'est une histoire sur comment nous fonctionnons en tant qu'espèce. Les humains ont besoin de réponses. Nous avons besoin de structure. Nous avons besoin de savoir que le monde ou l'univers a du sens. C'est pourquoi nous créons des religions. C'est pourquoi nous créons des philosophies. Et c'est pourquoi nous créons la science. Tous les 3 font essentiellement la même chose. Ils nous donnent un cadre pour comprendre la réalité. La religion dit « L'univers a un but. Dieu a un plan. » La philosophie dit « L'univers a une structure. Logos, principe, ordre. » La science dit « L'univers a des règles. Des lois de la physique que nous pouvons découvrir. » Et tous les 3 sont partiellement vrais et partiellement insuffisants. La religion nous donne du réconfort,
mais souvent au détriment de la vérité. La philosophie nous donne une structure conceptuelle, mais elle manque de vérification empirique. La science nous donne des données, mais manque souvent de réponses au pourquoi. Webb nous dit maintenant quelque chose de désagréable. Il nous dit que peut-être nos règles ne sont que des approximations locales, que peut-être l'univers ne fonctionne pas selon les mêmes principes partout et toujours. Et c'est effrayant, parce que quand nous disons « lois physiques », nous supposons qu'elles sont universelles, que la gravité fonctionne de la même manière à Prague, dans une autre galaxie, et dans un univers âgé de 13 milliards d'années. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas le cas? Et si les lois de la physique étaient plus comme des habitudes, des choses qui sont généralement vraies, mais pas toujours? Ça sonne comme de la science-fiction, mais c'est une question scientifique légitime que certains scientifiques commencent maintenant à poser. Lee Smolin, physicien théoricien, a écrit un livre Time Reborn, où il propose que les lois physiques pourraient évoluer dans le temps, qu'elles n'ont peut-être pas toujours été les mêmes. C'est une idée radicale. La plupart des physiciens la considèrent comme trop spéculative. Mais c'est une réaction au problème, comme ceux que nous voyons maintenant avec les données de Webb. Et voici ce qui me fascine. Nous, en tant qu'humanité, sommes en fait incroyablement jeunes. Homo sapiens existe depuis 300 000 ans. La civilisation, les villes, l'agriculture, l'écriture existent depuis 10 000 ans. La science moderne, 500 ans. Et la cosmologie moderne, à peine 100 ans. L'univers a 13,8 milliards d'années. La Terre a 4 milliards et demi d'années. Nous sommes un nourrisson qui vient de naître il y a 5 minutes et qui essaie de comprendre l'histoire du monde entier. Il est absurde de s'attendre à ce que nous ayons déjà les réponses. Et pourtant, d'une certaine manière, nous nous y attendons. Nous lisons des manuels et nous pensons, donc c'est comme ça que ça marche. Comme si la science était terminée. Comme s'il ne restait qu'à combler quelques détails. Mais la science n'est pas terminée. Elle ne le sera jamais. Parce que l'univers est, semble-t-il, infiniment complexe. Et plus nous regardons, plus nous observons en détail, plus nous voyons que nous ne savons pas. Avant Webb, nous pensions comprendre les galaxies primitives. Maintenant, nous savons que non. Avant Webb, nous croyons savoir comment les trous noirs grandissent. Maintenant, nous ne sommes pas sûrs. Nous ne savons même pas de quoi l'univers est principalement composé. 95% est de la matière noire et de l'énergie noire, des choses que nous n'avons jamais observées directement. Imaginez que vous êtes un zoologiste étudiant la vie sur Terre, mais 95% des animaux sont invisibles. Vous ne voyez que leurs traces, leurs effets sur le paysage, mais vous ne les capturez jamais directement. À quel point seriez-vous sûr de votre théorie sur ce qu'est un animal? C'est la position de la cosmologie en ce moment. Et Webb ne fait que montrer à quel point notre ignorance est profonde. Et ce n'est pas une critique, c'est une libération. Parce que quand vous admettez que vous ne savez pas, vous pouvez commencer à vraiment explorer. Quand vous arrêtez de prétendre que vous avez les réponses, vous pouvez commencer à poser de meilleures questions. Nous arrivons maintenant à la partie la plus intéressante, aux découvertes spécifiques qui démolissent nos modèles. Commençons par quelque chose appelé Cosmic Dawn, l'aube cosmique. C'est la période entre 100 et 400 millions d'années après le Big Bang, quand les premières étoiles se sont allumées. Avant, l'obscurité. Après, la lumière. Et Webb nous montre maintenant à quoi ça ressemblait vraiment. Imaginez l'univers comme un grand théâtre. Les 100 premiers millions d'années, les lumières sont éteintes. Obscurité absolue. Puis, progressivement, les projecteurs s'allument, les premières étoiles. Selon nos modèles, cela devrait être graduel. Un projecteur ici, un projecteur là. Lentement, pendant des centaines de millions d'années, le théâtre s'illumine. Mais Webb montre quelque chose de différent. Il montre qu'il s'est allumé rapidement, massivement, comme si quelqu'un avait allumé toutes les lumières en même temps.
Rien qu'au cours des 200 premiers millions d'années, tant d'étoiles se sont formées que leur rayonnement ultraviolet a ionisé la majeure partie de l'hydrogène dans l'univers. La réionisation, un processus qui devait prendre un demi-milliard d'années, s'est peut-être produit en 150 millions d'années. Comment? Nous devons clarifier une chose. Quand je dis rapidement, je parle toujours de 150 millions d'années. Ce n'est pas rapide à l'échelle humaine, mais à l'échelle cosmique. C'est comme sprinter un marathon, parce que la formation d'étoiles n'est pas un processus simple. Vous avez besoin du gaz qui refroidit suffisamment pour pouvoir s'effondrer, des régions suffisamment denses pour que la gravité surmonte la pression, un catalyseur, quelque chose qui déclenche l'effondrement. Et puis, même si une étoile se forme, il faut des millions d'années avant qu'elle ne rayonne assez d'énergie pour ioniser l'espace environnant. Donc, si tout cela s'est produit en 150 millions d'années, où est cette accélération temporelle supplémentaire? Qu'avons-nous manqué? Il existe plusieurs théories. Première, les étoiles de population 3. Ce sont des étoiles théoriques qui se sont formées à partir d'hydrogène et d'hélium pur, sans aucun élément plus lourd. Elles devraient être extrêmement massives, 100 à 1000 fois plus massives que le Soleil, et extrêmement chaudes. Une telle étoile pourrait ioniser une région équivalente à des milliers d'étoiles actuelles. Problème? Nous ne les avons jamais vues, ce sont de la pure théorie. Et maintenant, soudainement, nous avons besoin qu'il y en ait des milliards pour expliquer ce que Webb voit. Deuxième théorie, les trous noirs primordiaux. Des trous noirs qui se sont formés non pas à partir de l'effondrement d'étoiles, mais directement dans l'univers primordial à partir de fluctuations de densité. Ces trous noirs pourraient croître beaucoup plus rapidement que ceux qui proviennent d'étoiles. Et quand ils grandissent, ils rayonnent de l'énergie, beaucoup d'énergie, assez pour ioniser d'énormes volumes d'espace. Problème? Encore une fois, pure théorie. Nous n'avons jamais trouvé définitivement un tel trou noir primordial. Troisième théorie. La matière noire interagit avec elle-même d'une manière que nous n'avions pas prévue. Et cette interaction génère de l'énergie qui contribue à la rayonisation. Problème? Cela nécessiterait un nouveau type de physique. Et chaque fois que vous commencez à ajouter une nouvelle physique, vous devriez être extrêmement prudent. Vous voyez le schéma? Chaque explication nécessite quelque chose que nous n'avons jamais observé. Quelque chose de théorique, quelque chose de spéculatif, et c'est insatisfaisant. La science devrait porter sur des prédictions vérifiables, des hypothèses testables, pas sur la proposition d'entités invisibles pour sauver nos modèles. Cela commence à ressembler à l'astronomie médiévale. Pourquoi les planètes se déplacent-elles de manière si complexe? Épicycle. Ajoutez plus d'épicycles. Et puis Kepler est arrivé et a dit « ou peut-être qu'elles orbitent simplement de manière elliptique, plus simple, plus élégant, plus vrai. » Nous avons besoin de notre Kepler pour l'univers primordial, quelqu'un qui viendra avec une explication plus simple. Mais pour l'instant, nous accumulons juste des anomalies. Autre découverte, les fusions galactiques. Dans un univers âgé de moins d'1 milliard d'années, Webb a observé des galaxies qui fusionnent. De petites galaxies entrent en collision, se combinent, créent de plus grandes galaxies. C'est exactement ce que le modèle lambda CDM prédisait. Enfin quelque chose qui colle. Sauf un détail, le rythme. Nous voyons beaucoup plus de fusions que nous ne l'attendions. Et nous voyons que les galaxies résultantes sont beaucoup plus structurées qu'elles ne devraient l'être après une fusion violente récente. C'est comme faire entrer en collision deux voitures. Vous vous attendriez à une épave, du métal tordu, du verre brisé, du chaos. Mais Webb montre qu'après ces collisions galactiques, des objets avec une belle structure émergent. Des bras spiraux, un noyau brillant, une rotation organisée. Comment cela a-t-il du sens? Imaginez que vous avez deux récipients d'eau. Vous les renversez l'un sur l'autre. Vous vous attendez au chaos, l'eau éclabousse partout. Mais au lieu de cela,
l'eau s'organise immédiatement en un tourbillon parfaitement symétrique. Cela ne devrait pas être possible. La physique de la turbulence dit que la transition du chaos à l'ordre nécessite du temps, nécessite que l'énergie se dissipe, que le système se stabilise. Et pourtant, nous le voyons. Peut-être que nous n'avons pas compris la dynamique des fusions galactiques. Peut-être que la matière noire joue un rôle stabilisateur que nous n'avions pas prévu. Ou peut-être que l'univers primordial avait des conditions différentes qui permettaient une stabilisation plus rapide. Et maintenant, je vais vous révéler quelque chose que la plupart des articles populaires omettent. En 2023, un article est sorti intitulé « Panic! At the Discs », un jeu de mots sur le nom du groupe Panic! At the Disco. Les astronomes ont parfois le sens de l'humour. Cet article analysait les disques protoplanétaires, les régions autour des jeunes étoiles où se forment les planètes. Webb a trouvé de la glace cristalline dans ces disques, dans un univers âgé de moins d'1 milliard d'années. Pourquoi est-ce important? Parce que la glace cristalline se forme dans des conditions spécifiques. Vous avez besoin de la bonne température, de la bonne pression et, surtout, du temps. Les molécules d'eau doivent s'organiser en réseaux cristallins. Dans la phase précoce d'un disque protoplanétaire, tout est chaotique. Températures élevées, turbulences. Il n'y a pas de temps pour que se forme de la glace cristalline. Il devrait y avoir de la glace amorphe, désordonnée, de l'eau gelée sans structure. Mais Webb voit de la glace cristalline. Cela signifie que ces disques protoplanétaires sont plus anciens et plus calmes que nous ne le pensions. Et si les disques sont plus anciens, alors les étoiles sont encore plus anciennes. Et si les étoiles sont plus anciennes, elles ont dû se former encore plus tôt dans l'histoire de l'univers. Vous voyez comment tout se connecte? Chaque découverte repousse les choses plus loin dans le passé. De plus en plus loin. C'est comme des fouilles archéologiques. Vous pensiez que la couche la plus ancienne datait de l'an 1000. Puis vous trouvez de la poterie de l'an 500, puis des outils de l'an 0. Puis, qu'est-ce que c'est? Une bouteille en plastique de l'an 2025? Cela n'a aucun sens. Anachronisme. Quelque chose qui ne devrait pas exister à cette époque. Et l'univers primordial est plein de ces anachronismes. Des structures qui sont trop anciennes, des galaxies qui sont trop matures, des éléments qui sont trop abondants, des trous noirs qui sont trop massifs. Tout est trop tôt, trop vite. Et voici le moment où vous pouvez vous dire « Attendez, je comprends ça mieux que la plupart des gens. » Parce que la plupart des gens entendent parler de Webb et voient de belles images colorées. Waouh, comme l'univers est beau! Mais vous comprenez maintenant ce que ces images signifient. Vous comprenez pourquoi elles sont significatives. Vous comprenez la crise qu'elles causent, et cela vous place parmi peut-être 1% de la population. Même parmi les personnes éduquées, la plupart n'ont aucune idée de ce qui se passe en cosmologie. Alors oui, félicitations, vous êtes maintenant officiellement un nerd d'astronomie. Bienvenue au club. Mais revenons à la science, parce que je dois vous parler de l'une des découvertes les plus effrayantes, les sursauts gamma. GRB. Ce sont les explosions les plus énergétiques de l'univers, à part le Big Bang lui-même. Ils se produisent lorsqu'une étoile extrêmement massive s'effondre en trou noir, ou lorsque deux étoiles à neutrons entrent en collision. En quelques secondes, ils rayonnent plus d'énergie que le Soleil pendant toute sa vie de 10 milliards d'années. Webb a détecté un GRB à une distance correspondant à un univers âgé de 800 millions d'années. GRB 2210009A, nommé d'après la date de détection, le 9 octobre 2022. Les astronomes l'ont surnommé BOAT, Brightest of All Time, le plus brillant de tous les temps. Et quand ils ont étudié la rémanence, l'éclat après l'explosion, ils ont trouvé quelque chose de fascinant. Ils ont trouvé des éléments lourds, or, platine, uranium. Ces éléments ne se forment que lors de collisions de neutrons ou des supernovae les plus massives. Ils ne se forment pas dans les étoiles ordinaires. Et voici le problème.
Pour qu'une étoile à neutrons se forme, vous devez avoir une étoile massive qui a vécu des millions d'années, épuisé son carburant et explosé, laissant une étoile à neutrons. Ensuite, vous avez besoin d'une deuxième étoile à neutrons, d'une deuxième étoile massive. Et puis, ces deux étoiles à neutrons, chacune d'une masse de 1,4 soleils, chacune d'un diamètre de 20 km, doivent se trouver l'une l'autre dans l'univers infini, s'orbiter, perdre de l'énergie par onde gravitationnelle, et finalement entrer en collision. Tout ce processus prend au minimum 100 millions d'années, plus souvent des milliards d'années. Et nous voyons le résultat de ce processus dans un univers âgé de 800 millions d'années. Quand ont-elles eu le temps de faire toutes ces étapes? Formation de la première étoile, 10 millions d'années. Sa vie, 5 à 10 millions d'années. Formation de la deuxième étoile, encore 10 millions d'années. Sa vie, encore 5 à 10 millions d'années. Orbite des étoiles à neutrons jusqu'à la collision, 100 millions d'années et plus. Échelle de temps minimale, environ 150 millions d'années. Donc, si cela s'est produit dans un univers âgé de 800 millions d'années, cela signifie que les premières étoiles ont dû se former au plus tard 650 millions d'années après le Big Bang. Ce qui est possible, mais serré, très serré. Et cela suppose que tout s'est déroulé sur l'échelle de temps la plus rapide possible. Aucun retard, aucune attente. C'est comme construire un gratte-ciel en temps record. Possible? Techniquement, oui, mais cela nécessite des conditions parfaites. Aucune complication et beaucoup de chance. Et nous le voyons non pas sur un gratte-ciel, mais sur des dizaines. Statistiquement, cela commence à être suspect. Et vous savez ce qu'il y a de pire? Les astronomes en parlent entre eux, lors des conférences, dans des emails privés, dans les couloirs après les présentations. Nous avons un problème. Quelque chose ne va pas. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais vers l'extérieur, dans les articles populaires, dans les communiqués de presse de la NASA, Webb fait des découvertes incroyables. Il nous aide à mieux comprendre l'univers, ce qui est techniquement vrai. Mais cela cache le chaos sous la surface, et c'est frustrant pour les gens qui veulent la vérité, qui veulent savoir ce qui se passe réellement. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est pourquoi je filme ceci. Parce que je pense que vous méritez de savoir que la science n'est pas résolue, que nous avons plus de questions que de réponses. Et c'est bien. En fait, c'est formidable. Parce que cela signifie que nous avons de quoi explorer. Et maintenant, nous arrivons au tournant, au moment où tout change. Parce que jusqu'à présent, je vous ai montré des anomalies individuelles. Cette galaxie, ce trou noir, ce GRB. Mais maintenant, nous devons prendre du recul et regarder l'image globale. Et l'image globale est troublante. En 2024, un article de synthèse est sorti, une étude complète qui analysait toutes les données de Webb des 2 premières années, des centaines d'observations, des milliers d'objets. Et les auteurs sont arrivés à une conclusion formulée avec précaution, mais claire. Le modèle lambda CDM standard n'est pas suffisant pour expliquer les propriétés observées de l'univers primordial. C'est de l'anglais scientifique pour « notre modèle est cassé ». Mais ensuite, ils ajoutent « cependant, il n'est pas clair si seuls de petits ajustements de paramètres sont nécessaires ou une révision fondamentale du modèle ». C'est de l'anglais scientifique pour « peut-être que nous pouvons le réparer avec de petits ajustements ou peut-être que nous devons tout jeter et recommencer. Nous ne savons pas. » Et c'est exactement où nous en sommes. C'est le Rubicon. C'est le moment de décision. Soit nous admettons que le modèle est fondamentalement défectueux et nous commençons à chercher un nouveau. Soit nous disons non, nous devons juste l'améliorer et nous continuerons à ajouter de plus en plus de paramètres pour que les données rentrent dans le modèle. La première option est effrayante. Elle signifie admettre que des générations de scientifiques ont construit sur de mauvaises fondations. La deuxième option
est également effrayante. Parce qu'historiquement, quand vous commencez à ajouter trop de paramètres à un modèle pour sauver les données, cela signifie généralement que le modèle est faux. Les épicycles. Vous vous souvenez des épicycles? Les astronomes médiévaux croyaient que la Terre était le centre de l'univers et les planètes orbitaient autour de la Terre en cercle. Mais les observations ne correspondaient pas. Les planètes se déplaçaient bizarrement, reculaient, accéléraient, ralentissaient. Alors ils ont ajouté des épicycles, de petits cercles sur des cercles. Les planètes orbitent dans un grand cercle autour de la Terre, mais en même temps orbitent en petits cercles autour d'un point sur ce grand cercle. Et quand ça n'a pas aidé, ils ont ajouté plus d'épicycles. Des épicycles sur des épicycles. Le modèle devenait de plus en plus compliqué, de plus en plus de paramètres. Un chaos mathématique de plus en plus grand, jusqu'à ce que Copernic dise « Où et si la Terre n'était pas le centre? Et si les planètes orbitaient autour du Soleil ?» Soudain, tout avait du sens. Modèle simple, prédiction claire. Et les épicycles disparus. Ils n'étaient qu'un artefact d'une hypothèse erronée. Nous sommes peut-être maintenant dans une situation similaire. Le modèle lambda CDM a fonctionné pendant des décennies. Mais maintenant, nous ajoutons des ajustements. Peut-être que la matière noire a cette propriété. Peut-être que l'énergie noire se comporte comme ça dans l'univers primordial. Peut-être qu'il y a des trous noirs primordiaux. Peut-être des étoiles de population 3. Épicycles. Épicycles modernes. Et peut-être que nous avons besoin de notre Copernic. Quelqu'un qui dira « Et si l'hypothèse fondamentale était fausse ?» Mais quelle hypothèse? Et si la matière noire n'existait pas? Et si la gravité était différente aux grandes échelles? C'est la théorie MOND, Modified Newtonian Dynamics. Et si le Big Bang n'était pas le début, mais une transition de phase dans un univers cyclique? Et si la vitesse de la lumière était variable dans certaines conditions? Ce sont des idées radicales. La plupart des physiciens les rejettent comme trop spéculatives. Mais il y a 500 ans, le système héliocentrique était également trop spéculatif. Et voici quelque chose que je dois dire à haute voix. Je n'ai pas les réponses. Ce n'est pas une vidéo où à la fin je révélerai la solution, où je vous dirai. Et c'est pourquoi tout a du sens. Parce que ça n'en a pas. Pas encore. Peut-être que dans 50 ans, nous aurons un nouveau modèle. Peut-être dans 100 ans. Peut-être jamais. Mais c'est précisément cela la beauté de la science. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses. Il s'agit de poser les bonnes questions. Et Webb nous donne de nouvelles questions, de meilleures questions, des questions plus profondes. Et même si elles sont troublantes, elles sont aussi fascinantes. Parce qu'elles signifient que l'univers est plus étrange que nous ne le pensions. Et qui ne voudrait pas vivre dans un univers plus étrange que nous ne pouvons le comprendre? Mais maintenant commence la partie difficile. Parce que les découvertes de Webb ne compliquent pas seulement nos modèles. Elles compliquent tout. La tension de Hubble, l'écart entre différentes mesures de la vitesse d'expansion de l'univers, ne s'est pas améliorée avec les données de Webb. Elle s'est aggravée. Quand nous mesurons la vitesse d'expansion en utilisant des supernovae distantes et des céphéides, nous obtenons une valeur autour de 73 km par seconde par mégaparsec. Quand nous la dérivons du fond diffus cosmologique en utilisant le satellite Planck, nous obtenons 67 km par seconde par mégaparsec. Webb a ajouté de nouvelles mesures d'objets distants. Et vous savez quoi? Il a confirmé la valeur la plus élevée, 73. Cela signifie Planck est faux? Ou le modèle lambda CDM que nous utilisons pour interpréter les données de Planck est-il faux? Les deux options sont problématiques. Si Planck est faux, alors nous avons un problème fondamental avec nos outils, avec nos méthodes. Si lambda CDM est faux, eh bien, nous le savons déjà. Alors tout notre cadre cosmologique s'effondre. Mais attendez, il y a une option encore pire. Une troisième option. L'univers se dilate à des vitesses différentes dans différentes directions.
Cela violerait le principe cosmologique, l'hypothèse que l'univers est homogène et isotrope, qu'il a la même apparence dans toutes les directions. Si ce n'est pas vrai, alors chaque calcul cosmologique que nous avons jamais fait est suspect. Imaginez que vous êtes cartographe. Vous mesurez les distances entre les villes. Et soudain, vous découvrez que le mètre n'est pas le même partout, qu'il est plus long dans une direction que dans une autre. Comment créeriez-vous une carte? Vous ne le pourriez pas. C'est la position des cosmologistes si l'univers est anisotrope. Et voici quelque chose dont la NASA ne parle pas beaucoup. L'existence de supervides et de superamas cosmiques, de régions supervides et de superamas. Ce sont des structures de centaines de millions d'années-lumière, des régions où il y a beaucoup plus ou beaucoup moins de galaxies que la moyenne. Selon Lambda CDM, ces structures devraient être rares, extrêmement rares. Mais Webb et d'autres télescopes en trouvent beaucoup, plus qu'il ne devrait y en avoir. Et voici ce qui est effrayant. Si ces structures géantes sont courantes, cela signifie que l'univers primordial n'était pas aussi homogène que nous le pensions. Et si l'univers primordial n'était pas homogène, alors le fond diffus cosmologique, cet écho du Big Bang, devrait montrer plus de fluctuations. Mais il n'en montre pas. Donc, nous avons un écart. Le CMB, le fond diffus cosmologique, dit « L'univers primordial était très homogène ». Les grandes structures disent « L'univers primordial avait de grandes inhomogénéités ». Les deux choses ne peuvent pas être vraies en même temps. L'une d'elles est fausse, ou, et c'est l'option effrayante, notre interprétation de l'une ou des deux est fondamentalement erronée. Et puis, il y a le problème avec le nombre de fusions galactiques. J'ai déjà mentionné que Webb voit plus de fusions que nous ne l'attendions. Mais je n'ai pas expliqué pourquoi c'est un problème. Selon le modèle hiérarchique de formation de structures, qui fait partie de Lambda CDM, les fusions galactiques devraient être graduelles. De petits amas fusionnent en moyens, les moyens en grands. C'est comme construire une pyramide avec des cubes. Vous commencez en bas avec de nombreux petits cubes. Vous progressez vers le haut. Chaque niveau a moins, mais de plus gros cubes. Mais Webb montre que dans l'univers primordial, nous avons de gros cubes avant que suffisamment de petits cubes ne se soient accumulés. C'est comme si vous aviez construit le sommet de la pyramide avant d'avoir terminé la base. Physiquement, cela n'a aucun sens. Donc, soit les fusions se sont produites beaucoup plus rapidement que nous ne le pensions, soit il existait un autre mécanisme de formation de galaxies que nous ne connaissons pas. Certaines nouvelles théories proposent des scénarios d'effondrement rapide, que dans des conditions spécifiques dans l'univers primordial, le gaz pouvait s'effondrer directement en grandes structures sans construction progressive. Est-ce possible? Théoriquement. Mais cela nécessite des conditions spéciales, du gaz extrêmement froid, des vitesses de turbulence spécifiques. Et encore une fois, nous devons ajouter de nouvelles hypothèses à notre modèle pour que les données correspondent. Épicycles. Toujours juste des épicycles. Et voici quelque chose qu'aucun article populaire ne vous dira. Il existe une pression pour ne pas publier de résultats controversés. Pas de censure officielle, mais une pression par les pairs. Quand vous soumettez un article qui dit « Notre modèle cosmologique de base est faux », les examinateurs répondent souvent « C'est une affirmation trop importante. Vous avez besoin de preuves extraordinaires. » Ce qui est légitime. Carl Sagan a dit « Des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. » Mais le problème est la définition d'extraordinaire. Si le modèle établi est suffisamment enraciné, alors toute preuve contre lui sera considérée comme pas assez extraordinaire. C'est un catch 22. Vous ne pouvez pas remettre en question le modèle sans preuves extraordinaires. Mais les preuves ne sont pas considérées comme extraordinaires tant que le modèle n'est pas remis en question. Donc un jeune astronome qui trouve une anomalie fait face à un choix. Option A. Publier un article prudemment formulé qui dit « Nous avons trouvé une anomalie intéressante,
qui suggère peut-être le besoin de petits ajustements au modèle. L'article passe. La carrière est sûre, mais l'impact est minimal. Option B, publier un article audacieux qui dit « Lambda CDM est fondamentalement défectueux, et voici pourquoi ». L'article sera probablement rejeté. Les examinateurs seront sceptiques. La carrière est en danger. Devinez quelle option la plupart des gens choisissent? Exact. Ah, et c'est le problème. Parce que le progrès nécessite du courage. Il nécessite des gens qui sont prêts à remettre en question le consensus. Einstein a remis Newton en question. Heisenberg et Schrödinger ont remis le déterminisme en question. Watson et Crick ont remis en question l'hérédité basée sur les protéines. Et tous ont été initialement considérés comme controversés. Mais finalement, les données les ont soutenus. Nous avons maintenant besoin de nouveaux Einstein, de nouveaux Heisenberg, des gens qui n'ont pas peur de dire « cela n'a aucun sens ». Nous avons besoin d'un nouveau modèle. Et vous savez ce qu'il y a de plus étrange? Certains astronomes disent en privé qu'ils ont déjà des idées pour de nouveaux modèles, mais ils ne veulent pas les publier tant qu'ils n'ont pas suffisamment de preuves. Quelles sont ces idées? Je ne sais pas. Ils ne me l'ont pas dit. Mais elles existent, là-bas, dans des carnets et des conversations privées. Peut-être que l'une d'elles est correcte. Peut-être celle qui résoudra la tension de Hubble, expliquera les petits points rouges et montrera comment des structures si massives ont pu se former si rapidement. Peut-être que quelqu'un la publiera l'année prochaine, peut-être dans 10 ans, ou peut-être qu'elle restera non publiée, oubliée, parce que l'auteur n'a pas eu le courage de risquer sa carrière. Mais revenons à Webb, parce que je ne vous ai pas encore parlé de la découverte la plus effrayante. En mai 2023, Webb a observé un objet désigné comme Sears 93316. La première analyse suggérait qu'il avait un décalage vers le rouge Z égal 16,7. Cela correspondrait à un univers âgé de 240 millions d'années. 240. Si c'était une galaxie, ce serait la galaxie observée la plus ancienne. Plus ancienne que JADES GSZ 14-0. Et son spectre montrait des signes d'une population stellaire mature. Des étoiles qui avaient déjà traversé l'évolution. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les étoiles ont dû se former encore plus tôt, peut-être 150 à 200 millions d'années après le Big Bang. C'est à la limite du possible. Mais ensuite, une autre analyse est arrivée, et elle a montré que l'interprétation originale était peut-être fausse. L'objet n'est peut-être pas à une distance Z égale 16,7. Peut-être qu'il est plus proche. Peut-être que c'est un type d'objet différent. Fausse alerte? Peut-être. Mais peut-être pas. Parce que le problème avec ces objets extrêmement distants est qu'ils sont à la limite de détection. Nous sommes à la limite de ce que Webb peut voir. Donc les spectres sont bruyants, incertains, ouverts à l'interprétation. Et quand vous avez un spectre incertain, vous pouvez en obtenir différents résultats selon vos hypothèses. Si vous supposez que l'objet est proche, vous interprétez le spectre d'une manière. Si vous supposez qu'il est loin, vous l'interprétez différemment. Et voici le piège. Vos hypothèses sont influencées par votre modèle. Si vous croyez que lambda CDM est correct, alors vous supposez que l'objet ne peut pas être si loin, car cela violerait le modèle. Donc, vous l'interprétez comme plus proche. Si vous êtes ouvert à la possibilité que le modèle soit défectueux, alors vous admettez la possibilité que l'objet soit loin. Vous voyez la logique circulaire? Les données sont interprétées en utilisant le modèle. Le modèle est soutenu par les données, mais les données ont été interprétées en utilisant le modèle. Comment sortir de ce cercle? Vous avez besoin de mesures indépendantes. Vous avez besoin d'une autre façon de mesurer la distance qui ne dépend pas des mêmes hypothèses. Et on y travaille. Mais pour l'instant, nous avons l'incertitude. CEERS 93316 peut être la galaxie la plus ancienne que nous ayons vue. Ou ce peut être un objet beaucoup plus proche d'un type différent. Nous ne savons pas. Et c'est frustrant.
Parce que nous voulons savoir. Nous voulons la certitude. Mais l'univers ne nous donne pas la certitude. Il nous donne des données. Et les données sont souvent ambiguës. Et maintenant arrive le moment où nous devons poser la question la plus difficile. Et si nous ne savons jamais? Et si l'univers est trop complexe, trop grand, trop vieux pour que nous le comprenions pleinement? Nous sommes une espèce qui a évolué sur une petite planète, autour d'une étoile moyenne, au bord d'une galaxie moyenne. Notre cerveau a évolué pour nous garder en vie dans la savane africaine, pour reconnaître les prédateurs, pour trouver de la nourriture, pour communiquer en tribu. Il n'a pas été conçu pour comprendre la mécanique quantique, ou la relativité générale, ou la structure de l'univers à 13 milliards d'années-lumière. Et pourtant, nous essayons. Nous avons créé les mathématiques, construit des télescopes, envoyé des sondes. Et nous sommes arrivés incroyablement loin, plus loin qu'aucune espèce n'avait le droit d'arriver. Mais peut-être qu'il y a des limites. Peut-être que l'univers est fondamentalement incompréhensible pour des êtres comme nous. Imaginez une fourmi essayant de comprendre Internet. Elle peut observer les lumières sur le routeur. Elle peut voir que lorsque vous appuyez sur un bouton, quelque chose d'autre se produit. Mais peut-elle comprendre les protocoles TCP/IP, le cryptage, les serveurs cloud répartis dans le monde entier? Non. Son cerveau n'est pas construit pour ça. Peut-être que nous sommes à l'univers ce que les fourmis sont à Internet. Nous voyons des parties, nous voyons des effets. Mais l'image globale, elle peut nous échapper pour toujours. Ce n'est pas du pessimisme, c'est du réalisme. Et peut-être que c'est acceptable. Peut-être que la valeur de la science n'est pas dans la découverte de la réponse finale. Peut-être qu'elle est dans le processus de recherche. Chaque génération de scientifiques va un peu plus loin, révèle un peu plus, et puis passe le flambeau à la génération suivante. Newton, Einstein, Hawking, et quelqu'un après eux, et quelqu'un après eux. Nous n'atteindrons jamais la fin. Mais chaque pas est précieux. Et Webb est un autre pas. Un pas énorme. Il nous a montré que nous en savions moins que nous ne le pensions. Et c'est, paradoxalement, du progrès. La sagesse socratique. Je sais que je ne sais rien. Quand vous réalisez l'étendue de votre ignorance, vous êtes plus sage que celui qui pense avoir toutes les réponses. Avant Webb, nous pensions comprendre les galaxies primitives. Maintenant, nous savons que nous ne comprenons pas. C'est du progrès. Mais il y a encore quelque chose que je ne vous ai pas dit. En décembre 2024, un article est sorti qui analysait toutes les anomalies de Webb ensemble. Pas individuellement, mais comme un système. Et les auteurs ont proposé quelque chose de radical. Ils ont proposé que peut-être les constantes physiques, des choses comme la vitesse de la lumière, la constante gravitationnelle, la force de l'interaction électromagnétique ne sont pas constantes. Que dans l'univers primordial, elles étaient différentes. Seulement d'une petite valeur. Peut-être 1%, peut-être un demi%. Mais même une si petite différence expliquerait la plupart des anomalies. Les galaxies pourraient croître plus rapidement si la gravité était un peu plus forte. Les étoiles pourraient être plus efficaces si la force nucléaire forte était un peu différente. Les trous noirs pourraient croître plus rapidement dans des conditions différentes. Une petite différence, et tout correspondrait. Problème? Cela nécessiterait de réécrire toute la physique, toutes les équations, toutes les prédictions, et nous n'avons pas de mécanisme qui expliquerait pourquoi les constantes changeraient. Donc cet article a été reçu avec un extrême scepticisme, trop radical, preuves insuffisantes. Nous avons besoin d'une confirmation indépendante. Toutes des objections légitimes. Mais, et s'ils avaient raison? Et si les constantes n'étaient que localement constantes? Dans notre coin de l'univers, à notre époque, mais dans d'autres régions, à d'autres époques. Elles étaient différentes. Ce serait la plus grande découverte de l'histoire de la science, ou la plus grande erreur. Nous ne savons pas encore. Donc nous voici.
2 ans après les premières données de Webb. Et au lieu de réponses, nous avons plus de questions. Le modèle lambda CDM est sous pression. Peut-être qu'il s'effondre, peut-être qu'il a juste besoin d'ajustement. La tension de Hubble n'est pas résolue, elle est pire. Les petits points rouges sont toujours mystérieux. Les premières galaxies sont trop brillantes, trop massives, trop matures. Les trous noirs sont trop gros, les structures trop anciennes. Et nous ne savons pas pourquoi. Mais je dois vous dire quelque chose de personnel. Quand j'ai commencé à préparer ce document, je pensais que je serais capable de vous donner des réponses, que je pourrais expliquer ce qui se passe. Et je ne peux pas, parce que les réponses ne sont pas là. Pas encore. Et c'est frustrant, parce que nous voulons tous la clôture. Nous voulons que les histoires aient une fin. Mais la science n'est pas une histoire avec une fin. La science est un processus sans fin. Et Webb vient de nous déplacer dans un nouveau chapitre. Un chapitre qui est beaucoup plus compliqué que le chapitre précédent. C'est comme lire un roman policier. Vous êtes à la moitié du livre. Vous avez tous les indices. Tous les indices. Et soudain, vous réalisez que le suspect que vous considériez comme le coupable a un alibi. Donc, vous recommencez. Vous réévaluez les preuves. Vous cherchez de nouveaux suspects. C'est là où est la cosmologie en ce moment. L'alibi de notre principal suspect, lambda CDM, semble problématique. Peut-être qu'il est coupable, peut-être pas. Mais nous devons considérer d'autres possibilités. Et vous savez ce qui me donne de l'espoir? L'histoire de la science est pleine de moments comme celui-ci. Des moments où tout semble s'effondrer, où les données n'ont aucun sens, où les modèles s'effondrent. Et puis, quelqu'un arrive avec une nouvelle perspective, un nouveau point de vue. Et soudain, tout clique. La pomme de Newton, le tableau de Mendeleïev, la double hélice de Watson et Crick. Des moments où le chaos a trouvé son ordre. Et peut-être que nous sommes au bord d'un autre tel moment. Peut-être que quelque part un doctorant est assis, qui vient de recevoir des données de Webb. Et quelque chose lui est venu à l'esprit. Un modèle, une connexion. Et dans 5 ans, il publiera un article qui expliquera tout. Ou peut-être que cela prendra 50 ans. Mais cela arrivera. Parce que l'humanité est incroyablement têtue. Nous n'abandonnons pas. Nous construisons des télescopes coûtant des milliards. Nous les envoyons à des millions de kilomètres dans l'espace. Juste pour voir. Juste pour savoir. Et c'est beau. D'une certaine manière. Mais revenons à la science. Parce que je dois vous parler d'une dernière chose. L'énergie noire. Tout le temps, j'en ai parlé de manière périphérique. Mais maintenant, nous devons y aller directement. Parce que l'énergie noire est peut-être le plus grand mystère de la physique. Nous savons qu'elle existe, parce que nous voyons ses effets, l'expansion accélérée de l'univers. Mais nous ne savons pas ce que c'est. Est-ce un champ? Est-ce une propriété de l'espace lui-même? Est-ce une modification de la gravité? Nous n'avons aucune idée. Et voici la chose. Le modèle lambda CDM suppose que l'énergie noire est une constante, qu'elle a la même valeur partout et toujours. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas le cas? Et si l'énergie noire était plus forte dans l'univers primordial? Ou plus faible? Cela changerait fondamentalement la vitesse d'expansion de l'univers à différentes époques. Et pourrait expliquer certaines des anomalies que nous voyons. Si l'univers s'étendait plus rapidement à certaines périodes, alors il y aurait eu moins de temps pour la formation de structures. Cela expliquerait pourquoi nous voyons des galaxies si matures si tôt, car tôt signifiait en réalité une période différente de ce que nous calculions. Plusieurs équipes étudient maintenant si les données de Webb soutiennent l'énergie noire dynamique, l'énergie noire qui change avec le temps. Les résultats sont ambigus. Certaines données le soutiennent, d'autres non. Et encore une fois, nous sommes dans une situation d'incertitude.
Mais voici le moment où vous pouvez ressentir ce que signifie être à la frontière de la connaissance. Vous êtes maintenant dans une position que la plupart des gens ne vivront jamais. Vous lisez des articles scientifiques populaires. Là, ils vous disent « Les scientifiques ont découvert X ». Cela explique Y. Tout semble certain, fermé, terminé. Mais vous savez maintenant la vérité. Vous savez que derrière ces titres, il y a l'incertitude, le débat, des données contradictoires. Vous savez que la science n'est pas en noir et blanc. C'est un spectre de gris avec des îlots occasionnels de blanc. Et cela vous place peut-être dans le 0,1% supérieur des gens sur la planète qui comprennent vraiment comment fonctionne la science. Félicitations. C'est une connaissance inconfortable, mais c'est vrai. Et maintenant, je dois vous dire la chose la plus effrayante. Et si les anomalies de Webb sont des erreurs systématiques? Et si nous calibrons mal quelque chose dans le télescope lui-même? Et s'il y a une erreur systématique dans la mesure des distances? Cela semble improbable. Webb a été testé de manière incroyablement approfondie. La calibration a été répétée des milliers de fois. Mais l'histoire de la science a des cas où des erreurs systématiques ont survécu pendant des années avant d'être découvertes. Les neutrinos plus rapides que la lumière, vous vous souvenez. En 2011, l'expérience Opera a annoncé qu'ils avaient détecté des neutrinos qui voyageaient plus vite que la lumière. Si c'était vrai, Einstein aurait été réfuté. Folie médiatique. Des centaines d'articles discutant des implications. Et puis, ils ont trouvé l'erreur. Un câble optique desserré dans le détecteur. Un récepteur GPS défectueux. Fausse alerte. Toute cette excitation. Pour rien. Et si les anomalies de Webb étaient quelque chose de similaire? Personnellement, je ne pense pas qu'elles le soient. Elles sont trop cohérentes, trop structurées, confirmées par différentes méthodes. Mais la possibilité existe. Et tant que nous ne pouvons pas l'exclure, nous devons rester prudents. La science exige le scepticisme, même, surtout, envers les résultats que nous aimerions croire. Mais maintenant, quelque chose change. Parce que nous avons passé la dernière heure et demie à parler des problèmes, des crises, de ce que nous ne savons pas. Et maintenant, il est temps de dire « Qu'est-ce qu'on fait ?» Parce que oui, nous avons des problèmes. Oui, nos modèles sont inadéquats. Mais ce n'est pas la fin. C'est le début. C'est le moment où la science devient la plus intéressante. Quand tout est résolu, quand tout correspond, la science est ennuyeuse. C'est juste appliquer des règles connues. Mais quand les règles sont remises en question, quand les données n'ont aucun sens, c'est là que se produisent les percées. Alors que pouvons-nous faire? Premièrement, plus de données. Webb continue. Chaque jour, il collecte de nouvelles observations. Chaque semaine, de nouvelles découvertes. Et nous n'avons pas que Webb, il y a d'autres télescopes prévus. Nancy Grace Roman Space Telescope. Lancement 2027. Il aura un champ de vision plus large que Webb. Il verra plus de galaxies, plus de structures. Extremely Large Telescope, EELT, sur Terre au Chili. Miroir de 39 mètres de diamètre. Le plus grand télescope optique au monde. Lancement 2028. Square Kilometre Array, SKA, en Australie et en Afrique du Sud. Des milliers d'antennes radio. Le radiotélescope le plus sensible. Chacun de ces instruments ajoutera de nouvelles données, de nouvelles perspectives, de nouveaux points de vue. Et avec plus de données, viennent de meilleures réponses. Deuxièmement, nouvelles théories. La jeune génération de physiciens grandit avec les données de Webb. Pour eux, lambda CDM n'est pas un modèle établi qu'ils doivent défendre. C'est un modèle qui a manifestement des problèmes qu'ils doivent résoudre. Ils ont la liberté de penser radicalement. Et certains des travaux les plus intéressants viennent maintenant de personnes de moins de 30 ans. De personnes qui n'ont pas passé leur carrière à défendre l'ancien paradigme. De personnes qui sont prêtes à dire « Et si tout était faux? Et si on recommençait ?» Troisièmement,
collaboration. La cosmologie n'est plus le travail d'individus. C'est un effort mondial, des milliers de scientifiques, des dizaines de pays, des centaines d'institutions. Et avec ce niveau de collaboration viennent les percées. Aucun individu ne résoudra la tension de Hubble. Mais l'effort collectif de centaines d'équipes, peut-être oui. Et voici quelque chose que personne d'autre ne vous dira. Il existe des initiatives privées, des milliardaires qui financent la recherche cosmologique. Breakthrough Prize Foundation, financée par Yuri Milner. Elle décerne des prix de 3 millions de dollars pour des percées en physique. C'est plus que le prix Nobel. Et ces gens, ils ne veulent pas financer la recherche sûre. Ils veulent des projets risqués, des idées radicales. Parce qu'ils savent que les percées ne viennent pas du progrès incrémental. Elles viennent de paris risqués. Et certains de ces paris seront dirigés directement vers la résolution des anomalies de Webb. Donc oui, nous avons des problèmes. Mais nous avons aussi des ressources, du talent, de la motivation. Et peut-être que dans 10 ans, nous regarderons tout ça en arrière et dirons « Vous vous souvenez quand nous pensions que c'était une crise ? En réalité, c'était une révolution. » Alors, où tout cela va-t-il? Quelle est la suite? Permettez-moi de vous peindre une image de l'avenir. Pas comme une prédiction, mais comme une possibilité. Année 2030. Nancy Grace Roman Telescope est en service depuis 5 ans. Le LT sur Terre est pleinement fonctionnel. Webb continue, complété par de nouveaux instruments. Et nous avons 10 fois plus de données que maintenant. Et dans ces données, nous commençons à voir des modèles. Peut-être que nous découvrons que toutes ces galaxies anormales ont quelque chose en commun. Une distribution spécifique, des propriétés spectrales spécifiques. Et quelqu'un, peut-être une doctorante d'une université dont vous n'avez jamais entendu parler, voit ça, attendez, et si, et propose un nouveau mécanisme, quelque chose auquel nous n'avions pas pensé. Peut-être que c'est un effet de fluctuation quantique pendant l'inflation. Peut-être que c'est un nouveau type de matière noire qui se comporte différemment à des densités élevées. Peut-être que c'est quelque chose de complètement différent. Et d'autres le testent, lancent des simulations, comparent avec les données. Et ça correspond, pas parfaitement. La science n'est jamais parfaite, mais mieux que lambda CDM. Et lentement, après des années de débats et de tests supplémentaires, le consensus se déplace. Lambda CDM était une approximation. Une bonne approximation pour l'univers moderne, mais inadéquate pour l'univers primordial. Et le nouveau modèle, appelons-le lambda CDM étendu, ou un nom complètement nouveau, devient le nouveau standard. Les manuels sont réécrits, les cours sont ajustés. Et dans 50 ans, les étudiants diront « Peut-on croire que les gens dans les années 20 du 21e siècle pensaient que l'énergie noire était constante? Comme c'est primitif, tout comme nous disons maintenant. Peut-on croire que les gens au XVIIIe siècle ne connaissaient pas les atomes? C'est un scénario. Le scénario optimiste. Mais il y a aussi un autre scénario, moins plaisant. Année 2040. Nous avons des données de Webb, Roman, ELT, SKA et de dizaines d'autres instruments. Et nous n'avons toujours pas de consensus. Il y a 3 modèles concurrents. Chacun explique certaines anomalies, mais pas toutes. Le modèle A explique la tension de Hubble et les galaxies primitives, mais pas les trous noirs. Le modèle B explique les trous noirs et les petits points rouges, mais pas la tension de Hubble. Le modèle C est radicalement différent, refait la physique et explique tout, mais nécessite d'accepter 3 nouvelles constantes non vérifiées. Et la communauté scientifique est divisée. Les conférences sont des champs de bataille. Les articles attaquent les articles. Les relations personnelles se brisent. C'est comme le grand débat de 1920 sur la distance aux galaxies. Juste pire. Et le public? Le public commence à perdre confiance. Ils nous ont dit que la science avait des réponses. Mais après 20 ans, ils débattent toujours.
Et cela conduit à des problèmes. Le financement diminue. Les politiciens disent « Pourquoi devrions-nous payer pour une science qui n'est même pas sûre de ses fondements ?» C'est le scénario catastrophique. Pas impossible, mais, espérons-le, improbable. Mais voici la vérité que je dois dire. Quel que soit le scénario qui se produit, une chose est certaine. L'univers ne nous donnera jamais de réponse complète. Parce que chaque fois que nous répondons à une question, nous découvrons 10 nouvelles questions. Webb nous a montré l'univers primordial. Et nous avons trouvé des galaxies trop brillantes, trop matures. Alors nous construirons un télescope encore meilleur. Et celui-ci montrera l'univers encore plus tôt. Et nous trouverons quoi? Des structures encore plus étranges? Des objets encore plus bizarres? Probablement. Et puis, nous construirons un autre télescope. Vous voyez le schéma? C'est un voyage sans fin. Nous n'atteindrons jamais la cosmologie finale. Et vous savez quoi? C'est bien. Parce que si la science était terminée, que ferions-nous? La beauté n'est pas dans la destination, elle est dans le voyage. Alors que signifie Webb pour nous, pour l'humanité? Cela signifie que nous sommes une espèce qui ne cesse jamais de chercher, ne cesse jamais de se demander pourquoi. Nous sommes curieux, c'est dans notre ADN, et c'est peut-être notre plus grande force. D'autres espèces se sont adaptées à l'environnement. Les requins sont parfaitement adaptés aux océans, les aigles au ciel. Mais nous ne nous sommes pas adaptés. Au lieu de cela, nous avons changé l'environnement. Nous n'étions pas conçus pour voler. Nous avons construit des avions. Nous n'étions pas conçus pour l'espace. Nous avons construit des fusées. Nous n'étions pas conçus pour voir 13 milliards d'années dans le passé. Nous avons construit Webb. Et maintenant, il nous montre que nous en savions moins que nous ne le pensions. Et nous l'acceptons. Et nous construisons de meilleurs outils. Parce que c'est ce que nous faisons. Webb n'est pas la fin. C'est le début. Dans 50 ans, il y aura autre chose. Quelque chose de plus puissant. Quelque chose qui verra encore plus loin. Et dans 100 ans, peut-être que nous ne ferons plus qu'observer l'univers. Peut-être que nous y volerons. Des vaisseaux générationnels. Des colonies sur des exoplanètes. L'humanité dispersée parmi les étoiles. Et ces gens, ils regarderont en arrière vers nous et diront « Vous vous souvenez quand nous pensions que l'univers primordial était un mystère? Attendez de voir ce qu'il y a là-bas. » Parce que l'univers est infiniment plus grand et plus étrange que nous ne pouvons l'imaginer. Webb nous a donné un aperçu, mais juste un aperçu. Le reste est à nous de découvrir. Et vous faites maintenant partie de cette histoire. Parce que quand vous comprenez ce qui se passe en cosmologie, quand vous comprenez pourquoi les découvertes de Webb sont si importantes, vous devenez partie de l'effort humain pour comprendre l'univers. Pas activement. Vous n'êtes pas astronome, mais conceptuellement, intellectuellement. Vous portez le flambeau de la connaissance. Et peut-être que quelqu'un qui a regardé cette vidéo sera inspiré pour étudier la physique et un jour résoudra la tension de Hubble. Ou peut-être pas. Peut-être que vous serez juste fasciné. Vous suivrez d'autres découvertes, lirez des articles. Et c'est aussi précieux, parce qu'une civilisation qui est curieuse est une civilisation qui survit. Une civilisation qui cesse de se poser des questions meurt. Donc nous voici, à la fin de ce voyage. 2 heures, des milliers de mots, des dizaines de découvertes. Et qu'avons-nous appris? Nous avons appris que l'univers est plus étrange que nous ne le pensions. Nous avons appris que nos modèles, même les meilleurs, sont inadéquats. Nous avons appris que la frontière de la connaissance est beaucoup plus proche que nous ne le supposions. Mais nous avons aussi appris quelque chose de plus beau. Nous avons appris que l'humanité ne cesse jamais de chercher. Imaginez ce moment. Décembre 2021. Noël. Une fusée Ariane 5 décolle de Guyane française. Elle transporte une charge utile de 6200 kg. Le télescope spatial James Webb. 10 milliards de dollars. 20 ans de développement.
des milliers d'ingénieurs, des dizaines de pays, tout concentré dans un seul lancement. Quand la fusée a décollé, des milliers de personnes ont retenu leur souffle. Parce que si quelque chose tournait mal, 20 ans de travail seraient perdus. Mais rien n'a mal tourné. La fusée a mis Webb en orbite. Et puis a commencé la partie la plus difficile. Webb devait se déplier. Il est trop grand pour rentrer dans la fusée pliée. Il doit se déployer comme un origami, étape par étape. Un bouclier solaire de la taille d'un court de tennis. Des miroirs recouverts d'or. Des instruments sensibles à des fractions de degrés. Chaque étape pouvait échouer. Et si elle échouait, il n'y aurait pas de sauvetage. Webb est à 1,5 million de kilomètres. Les astronautes ne peuvent pas y aller. 20 jours. 20 jours de dépliage. 20 jours d'incertitude. Et puis, Webb est complètement déployé. Tous les systèmes fonctionnels. La communauté scientifique mondiale a expiré. Et puis, l'attente. Des mois de calibration, des mois de tests. Et puis, 12 juillet 2022. Premières images. Et, mon Dieu, ce moment où le monde a vu la première image en champ profond de Webb. Des milliers de galaxies, certaines d'entre elles formées il y a plus de 13 milliards d'années. De la lumière qui a voyagé plus longtemps que la plupart des choses sur Terre n'existent. Et nous la voyons. Nous l'avons capturée. C'est un miracle, au sens réel du terme. Pas un miracle religieux, un miracle scientifique, un miracle de l'ingéniosité humaine, de la collaboration, de la persévérance. Et ce miracle cause maintenant une crise en cosmologie. Et c'est parfaitement approprié. Parce que les plus grands cadeaux viennent souvent emballés comme des problèmes. Webb nous a donné la vision. Et la vision nous a montré que nous étions aveugles. Mais maintenant, quand nous voyons notre cécité, nous pouvons commencer à vraiment voir. Les 10 prochaines années seront les plus intéressantes de l'histoire de la cosmologie. Les 50 prochaines années réécriront les manuels. Et les 100 prochaines années, peut-être que nous ne parlerons plus de lambda CDM ou de son successeur. Peut-être que nous aurons un cadre complètement différent, une façon complètement différente de penser l'univers. Ou peut-être que nous accepterons que l'univers est trop complexe pour un seul modèle. Et nous aurons des modèles pour différentes échelles, différentes époques, différents phénomènes. Tout comme nous avons maintenant la mécanique quantique pour les petites échelles et la relativité pour les grandes échelles. Et nous ne pouvons toujours pas les unifier. Peut-être que l'univers est fondamentalement non unifiable. Peut-être que la pluralité de modèles est la réponse finale. Alors, que faire? Eh bien, premièrement, suivez cet espace. Webb continue. Chaque semaine, de nouvelles découvertes. Et moi, je continuerai à couvrir ces découvertes. Mais deuxièmement, et c'est plus important, n'ayez pas peur de l'incertitude. À l'école, on nous apprend que la science a des réponses, qu'il existe une bonne réponse. Mais la vraie science, elle est pleine d'incertitudes, de débats, de controverses. Et c'est bien. L'incertitude n'est pas une faiblesse, c'est une force. Parce que seul celui qui admet qu'il ne sait pas peut commencer à vraiment chercher. Si vous voulez aller plus loin, je vous renverrai aux articles originaux. Ils sont dans la description. Si vous voulez soutenir d'autres documents similaires, vous savez où me trouver. Et si vous voulez discuter, parce que moi-même je veux savoir ce que vous pensez, écrivez dans les commentaires. Quelle découverte de Webb vous fascine le plus? Et pensez-vous que lambda CDM survivra? Ou sommes-nous à l'aube d'une nouvelle cosmologie? Parce que ce n'est pas mon monologue, c'est une conversation. La science est une conversation entre scientifiques et entre scientifiques et le public. Alors, conversons. Webb nous a montré que l'univers est plus étrange que nous ne le pensions. Et cela signifie que les 100 prochaines années seront fascinantes.